Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette conférence qui aurait dû avoir lieu dans le cadre d'une série d'événements liés à la thématique de l'eau. Une exposition à l'Hôtel de Ville, une conférence sur le cinéma et l'eau. Malheureusement, et l'exposition et la conférence sur le cinéma ont dû être reportées. Il reste cette conférence qui est en lien avec une autre thématique de saison, la thématique du paysage et de la photographie de paysage. Mon but ce soir n'est ni de parler de littérature, ni d'analyser des photos, mais plutôt de réfléchir avec vous sur les relations entre texte et image au moyen d'un ouvrage très original, très beau, le roman Bruges-la-Morte de Georges Rodenbach. Ce roman apparu en 1892. Ce qu'accomplit ce roman, à une époque où la bande dessinée commençait à peine à se généraliser, c'est de redéfinir la notion habituelle d'illustration, en donnant une grande liberté d'interprétation au lecteur. J'aurai ce soir la compagnie de ma collègue Denise Dalmas de la médiathèque Le Parnasse qui fera entendre et résonner les textes de Georges Rodenbach. Avant d'en venir au rapport du texte et de l'image, il faut présenter brièvement l'auteur, les circonstances de la publication du roman et en résumer brièvement l'intrigue. Commençons par introduire l'auteur, Georges Rodenbach. En voici un portrait par Nicolas van den Eeden. Georges Rodenbach était né à Tournai, et il était très lié à la ville de Bruges, même s'il a passé une grande partie de sa vie à Paris à partir de 1876. À Paris, il fréquentait les mardis de Stéphane Mallarmé, le chef de file de l'école symboliste. Georges Rodenbach a surtout écrit de la poésie, et il s'inscrit pleinement dans ce mouvement symboliste par sa recherche de correspondance entre les sentiments, les émotions et les sensations visuelles et auditives. Dans ses œuvres, le monde apparaît comme un livre à déchiffrer, dont il faut déchiffrer la langue secrète. Bruges-la-Morte est aujourd'hui son œuvre la plus connue, celle à laquelle on associe toujours, comme dans ce très beau portrait de Lévi Durmer au pastel, qui reprend l'une des illustrations du livre en arrière-plan. Il faut dire quelques mots de l'histoire de la publication de Bruges-la-Morte en tant que roman illustré par la photographie. En 1898 déjà, le Mercure de France avait fait paraître une enquête sur les romans illustrés par la photographie, preuve que la question était en pleine actualité. Bruges-la-Morte n'est pas le seul roman publié avec des photos à l'époque, mais c'est le plus original, parce qu'il ne fait appel à aucune reconstitution avec des personnages. Rodenbach appartenait au courant symboliste. Stéphane Mallarmé, son chef de file, pensait qu'on devait préférer la suggestion du texte et ne pas brider l'imagination avec des illustrations. Rodenbach, lui, acceptait le retour à la photographie pour donner une apparence au personnage, mais curieusement, dans cette enquête, il ne parlait absolument pas de cette initiative très originale qui était l'édition illustrée par des photographies de Bruges-la-Morte. On a souvent publié le livre, en France, en Suisse ou en Belgique, sans les illustrations, et ce jusque dans les années 1990. Donc, sans l'avertissement de l'auteur sur l'utilisation des images que nous lirons un petit peu plus tard. Parfois même avec des illustrations gravées, commandées spécialement pour l'édition, et des illustrations plus traditionnelles, parce qu'elles montraient essentiellement des personnages mis en scène. Longtemps donc, Bruges-la-Morte s'est résumé à son frontispice, que voici. Une très belle œuvre due au peintre et graveur symboliste Fernand Knopf. Les frontispices sont d'ordinaire les principales illustrations des romans. Ici, l'œuvre de Fernand Knopf accentue l'identification entre Bruges et la défunte, ainsi que de l'identification de la défunte avec l'Ophélie de Shakespeare, qu'on présente souvent comme dérivant sur l'eau. C'est une image synthèse qui permet une entrée directe en matière par le symbolisme visuel. Le roman paraît donc à l'origine dans Le Figaro, entre le 4 et le 14 février 1892, sans illustration. Puis en mai de la même année, chez Marpon et Flammarion, avec des photographies. Une autre édition est faite en Belgique également avec des photographies. C'est l'édition française originale de 1892, donc chez Marpon et Flammarion, qui nous servira de référence visuelle ce soir. Qui eut l'initiative de cette introduction des photographies dans l'édition imprimée? On ne le sait pas exactement, mais on peut penser que Georges Rodenbach a été étroitement associé au choix des photos et au travail sur les illustrations, notamment au travail de retouche. On sait aussi que Georges Rodenbach a écrit 2 chapitres
les chapitres 6 et 11, spécialement pour l'édition illustrée. Et ce sont des chapitres justement qui ont un caractère plus poétique et réflexif, notamment sur le thème de la ressemblance et sur le thème de la ville, donc qui sont très liés à l'idée même d'illustration. Dans ces chapitres, les photos collent de près au texte, et on peut penser qu'ils ont été donc écrits en pensant aux photos. Commençons par résumer le roman, avant d'en venir à l'analyse des photographies. Le récit débute en automne, dans la ville de Bruges. C'est là que s'est installé le personnage principal, Hugues Viane, car il a besoin de la tristesse de cette ville qui correspond à son état d'esprit depuis la disparition de sa femme, 5 ans auparavant. Dans la demeure où il vit seul avec sa vieille servante flamande, il garde précieusement les objets qui lui rappellent son épouse, dont une tresse intacte qui représente son trésor et une part d'elle qu'il estime immortelle. Quand il ne rêve pas à la fenêtre, il fait des promenades, toujours au crépuscule, toujours selon le même itinéraire qui longe les canaux pour trouver des analogies à son deuil. Dans son esprit s'établit une équivalence entre sa femme morte et cette ville morte. Un soir, alors qu'il rentre d'un de ses pèlerinages sur les lieux qui évoquent la défunte, il aperçoit une jeune femme qui ressemble étonnamment à la disparue. Il se lance à sa recherche, en vain. Puis la croise de nouveau après une semaine. Sur ses pas, il entre dans un théâtre et prend une place avant de constater qu'elle y est danseuse. Il apprend qu'elle se nomme Jane Scott, qu'elle réside à Lille et vient à Bruges 2 fois par semaine. Il la fréquente, de plus en plus fasciné par ses étonnantes ressemblances avec la défunte. Après un temps, ils se connaissent de plus en plus intimement, jusqu'à avoir des rapports charnels. Pendant toute cette période, Hugues n'a pas l'impression de tromper la morte, mais de la voir revivre dans ses bras. Il passe de longues soirées avec Jane. Puis, après lui avoir fait quitter le théâtre, il l'installe dans une maison pour l'avoir à lui tout seul. Mais dans la très catholique et prude ville de Bruges, Hugues s'expose à la réprobation. Lui qui passait pour un veuf inconsolable, il entretient maintenant une danseuse. À son insu, on commence à le tourner en dérision. Lui poursuit ses promenades, cette fois avec bonheur, car c'est pour rendre visite à sa maîtresse. De ce fait, sa vision de Bruges change du tout au tout. Il continue d'entretenir son culte de la morte, au point qu'un jour, il a l'idée de faire passer une de ses robes à Jane, alors que celle-ci ne sait rien de l'obsession d'Hugues. Quand il la voit dans ses vêtements, il est déçu par son attitude moqueuse qui lui semble salir la mémoire de la morte. Il commence à trouver Jane bien différente et, à vrai dire, un peu commune. De son côté, Jane se lasse de son humeur de plus en plus sombre de l'amant, qui entreprend ses errances dans Bruges. Alors qu'arrive l'hiver, la ville elle-même semble mourir. Hugues ne supporte plus sa demeure et il réalise qu'il n'aime pas vraiment Jane. Des lettres anonymes et ses propres enquêtes lui apprennent qu'elle le trompe. Après l'avoir menacé de la quitter, il a un remords, car il est sous l'emprise de sa passion charnelle pour elle. Et puis la peur de se retrouver seul face à Bruges. Jane profite du trouble d'Hugues et s'adoucit car elle vise sa fortune. Elle est curieuse de visiter sa maison. Il l'y invite à l'occasion de la procession religieuse du 500. À l'arrivée de Jane, une dispute éclate entre eux, car Hugues ne veut pas qu'elle se montre à la fenêtre. Avant de partir, Jane aperçoit les salons pleins de reliques et s'en amuse. Elle le nargue alors qu'il s'énerve de plus en plus. Quand elle touche à la tresse et ne veut pas la lui rendre toujours plus provocante, il ne se maîtrise plus et finit par l'étrangler avec la tresse en voulant la reprendre à toute force. L'intrigue du roman, ainsi résumée, apparaît relativement simple. Certains ont même dit que ça pourrait être une intrigue de roman de gare. Mais Georges Rodenbach l'a insérée dans un tissu
de correspondance poétique très riche en impressions, en rêveries, où la ville de Bruges sert de catalyseur au vécu du héros. Avant de parler du rapport entre le texte et les photos dans ce roman, il faut d'abord analyser brièvement la poétique du texte, qui fait constamment appel aux sensations. Puisque c'est d'art visuel que nous parlons ici, je m'attacherai surtout aux résonances visuelles du récit. Ici, je me réfère donc à l'édition Garnier-Flammarion de 1998 pour l'édition, pour les commentaires, et à l'édition originale parisienne de 1892 pour le texte et l'emplacement des images. Comme son titre l'indique, le livre est donc centré sur la ville de Bruges, qui, de la vie générale, est loin de n'être qu'un décor. Elle agit. C'est comme si elle avait une volonté propre. En tout cas, son influence sur le héros n'est pas qu'extérieure. La ville est l'un des personnages principaux du roman. Souvent, la ville pénètre le héros. Elle le pousse à agir, ou induit en lui les mouvements de ses sentiments ou de ses réflexions. Rodenbach écrit que la ville est un personnage, le principal interlocuteur de sa vie, qui impressionne, dissuade, commande, d'après lequel on s'oriente et d'où l'on tire toutes ses raisons d'agir. Le talent de Georges Rodenbach consiste à traduire cela par des sensations, notamment des sensations visuelles. Il explore le réseau des correspondances et par son écriture, Bruges se cristallise en des images qui incarnent les états d'âme et les tribulations d'Hugues Viane, le héros. Il faut essayer de dégager l'image de la ville dans le roman, telle qu'elle apparaît à travers le texte pour commencer. Bruges apparaît comme un paysage à la fois réel et mental. Par analogie, par un jeu d'affinité aussi, elle incorpore des personnages et des sentiments. Avant tout, Bruges est un double. On peut d'abord dire que Bruges fait écho au deuil du personnage principal et à son épouse disparue. Rodenbach écrit « Une équation mystérieuse s'établissait. À l'épouse morte devait correspondre une ville morte. » Ce que traduit parfaitement l'égalité des deux sujets dans le frontispice de Fernand Khnopf. Rodenbach va jusqu'à comparer Bruges et le corps de la morte, quand il parle des artères froidies de ses canaux prises dans le tombeau des quais de pierre. Le fait que la mer se soit retirée de la ville fait penser à un cœur qui aurait cessé de battre. Bruges convient au deuil parce qu'elle est triste et pleine de solitude, et que c'est pour cela qu'Hugues l'avait choisie. Cela passe par divers aspects visuels. La ville déserte, avec ses solitaires canaux, ses ecclésiastiques quartiers. La ville est vue comme une sorte de retraite religieuse. Inversement, quand Hugues connaîtra une période de bonheur, la ville lui paraîtra moins présente, plus lointaine. Il y a aussi une identification du héros lui-même et de la ville, ainsi que le révèle cet extrait. Les villes, surtout, ont ainsi une personnalité, un esprit autonome, un caractère presque extériorisé qui correspond à la joie, à l'amour nouveau, au renoncement, au veuvage. Toute cité est un état d'âme, et d'y séjourner à peine, cet état d'âme se communique, se propage à nous en un fluide qui s'inocule et qu'on incorpore avec la nuance de l'air. Hugues avait senti, à l'origine, cette influence pâle et lénifiante de Bruges. Et par elle, il s'était résigné au seul souvenir, à la désuétude de l'espoir, à l'attente de la bonne mort. Et maintenant encore, malgré les angoisses du présent, sa peine quand même se délayait un peu, le soir, dans les longs canaux d'eau quiète, et il tâchait de redevenir à l'image et à la ressemblance de la ville. Bruges est surtout le lieu des errances du héros, Hugues Viane. Ces canaux ressemblent aux méandres de l'esprit d'Hugues, qui tourne en rond, qui prend des chemins tortueux. Ces promenades lui font éprouver le caractère de la ville à travers ses éléments, les matières, les couleurs, les formes et les personnages. Parmi ces éléments, il y a l'eau qui est étroitement associée au souvenir. Les canaux, qu'on peut voir ici, sont omniprésents dans ce qu'on appelle encore aujourd'hui la Venise du Nord. À plusieurs reprises, le récit évoque des souvenirs qui surgiraient des eaux. Dans Bruges la morte, l'eau semble contenir une mémoire du passé et en même temps refléter, en la déformant, l'image des choses du présent. Comme il est question de souvenirs et de ressemblance, au moment où Hugues déchante, l'image pure qu'il avait de Jane se brouille, et Rodenbach la compare à la surface troublée de l'eau quand un cygne cherche à s'envoler.
Dans le roman, Bruges est clairement associé à une couleur, qui n'est pas le noir du deuil, mais le gris. Et ce n'est pas uniquement parce que le temps est souvent gris dans le récit, même quand vient le printemps. Rodenbach nous décrit en effet Bruges comme la plus grande des villes grises. Le gris est entre le blanc et le noir, c'est la couleur d'un demi-deuil éternel, selon l'expression de l'auteur. En dépit de tous les contrastes de clair et de sombre, la moyenne que constitue le gris s'impose, elle recouvre tout. Même les sons se noient dans une sorte de grisaille. C'est que le gris est une moyenne, une manière de traduire la perception du monde qui est distant, un monde comme endormi ou amorti. Cela correspond à l'état d'âme d'Hugues. Rodenbach décrit cet environnement gris comme une unité de songe, un amalgame de somnolence plutôt grise. Le gris est donc entre la mort et la vie, entre la lumière et l'obscurité, entre la réalité et le rêve de cette réalité. Il est dit plus loin que Hugues voudrait se faire une âme grise de la couleur de la ville. Ce côté assoupi, cotonneux, est repris par d'autres éléments, la pluie par exemple, qui ne donne pas une mélancolie franche, mais qui mine le moral insidieusement, en noyant tout, comme la brume. Face à cet univers flottant, sans consistance, qui est plus rêvé que vécu, il y a au contraire des présences très fortes dans le roman, qu'on pourrait appeler des personnages de pierre. Ce sont les grands bâtiments de la ville, auxquels Rodenbach donne un rôle très important. Tout au long du récit, les bâtiments, et surtout les tours, orientent les réflexions d'Hugues. Il lui donne des conseils. Il semble réprouver sa conduite, par moments, ou s'en moquer avec dédain. Il personnifie la mort ou la vie, et ils incarnent un idéal religieux assez sévère. À certains moments, Hugues se sent épié à travers les façades de la ville. Il sent un mépris secret, une médisance venue d'entre les pierres elles-mêmes. À d'autres moments, c'est la résignation, voire la consolation, qu'Hugues cherche au contact des bâtiments de la ville. Et il est dit qu'il prête l'oreille aux conseils des vieux murs. Mais leur idéal est inatteignable, et Hugues ne peut pas, comme il le voudrait, n'être rien qu'une tour, au-dessus de la vie. Il faut noter qu'en opposition à la ville minérale, donc en matière morte, la banlieue que traverse la servante Barbe, dans l'un des chapitres, est pleine de vie, notamment de vie végétale. On est alors au mois de mars. C'est un contraste qu'il faut relever, parce qu'en comparaison, le reste de la ville, vu par Hugues, est dur et froid. Il faut remarquer ici qu'il y a également beaucoup de sensations auditives, et qu'elles deviennent de plus en plus importantes dans la dernière partie du roman. Je ne les détaillerai pas ici, puisque nous nous en tenons aux sensations visuelles, en lien avec les illustrations et avec les images. Il y a le silence, par exemple, dont Hugues a besoin. Et d'un autre côté, les sons de cloche, qui tantôt apaisent, tantôt insinuent une sorte de malaise coupable, car ils émanent d'une religiosité qui travaille en profondeur la personnalité d'Hugues. Restons-en donc aux sensations visuelles. La langue du roman est donc riche en images. Il reste à voir comment les illustrations photographiques contribuent à amplifier cela. Voici l'avertissement, qui figure dans la première édition imprimée avec les photos, l'édition de 1892, et qui nous éclaire sur l'écriture du paysage de Rodenbach, tout autant que sur l'emploi des photographies dans cette édition. Dans cette étude passionnelle, nous avons voulu aussi et principalement évoquer une ville. La ville comme un personnage essentiel, associé aux états d'âme qui conseillent, dissuadent, déterminent à agir. Ainsi, dans la réalité, cette Bruges qui nous a pu délire apparaît presque humaine. Un ascendant s'établit d'elle sur ceux qui y séjournent. Elle les façonne selon ses rites et ses cloches. Voilà ce que nous avons souhaité de suggérer. La ville orientant une action, ces paysages urbains, non plus seulement comme des toiles de fond, comme des thèmes descriptifs un peu arbitrairement choisis, mais liés à l'événement même du livre. C'est pourquoi il importe, puisque ces décors de Bruges collaborent aux péripéties, de les reproduire également ici, intercalés entre les pages. Quais, rues désertes, vieilles demeures, canaux, béguinages, églises, orfèvrerie du culte, beffroi, afin que ceux qui nous liront
subissent aussi la présence et l'influence de la ville, éprouvent la contagion des eaux mieux voisines, sentent à leur tour l'ombre des autres tours allongées sur le texte. La première édition de Bruges-la-Morte comporte 35 planches photographiques qui sont reproduites en simili-gravure. Cela représente près d'un tiers du nombre total de pages si on compte les pages blanches qui les encadrent dans l'édition. Entre 1 et 3 illustrations sont consacrées à chaque chapitre. La source unique de ces photographies est un catalogue de vues touristiques de Bruges établi par la maison Lévy et Nurdin. Parmi les versions qui ont été choisies, les auteurs, en tout cas l'auteur et l'éditeur, ont insisté sur les vues avec le moins de personnages, voire pas de personnages du tout. On sait que les retouches ont porté notamment sur l'élimination de certains personnages. La plupart des photos qui ont été choisies ont été prises avec la technique du collodion humide, ce qui crée un effet plus archaïsant que les techniques plus modernes qui existaient déjà à cette époque. Dans le rendu de l'eau, par exemple, qui a une surface impalpable, un peu brouillée, dans le rendu des ciels également. Les photos ont subi des retouches importantes. La plus évidente, la plus importante étant l'élimination des personnages. Il y a eu également des recadrages qui ont permis d'avoir des bords plus foncés. Et il y a également des ciels qui ont été souvent uniformément blanchis pour donner une impression claire, un rendu un peu grisâtre, alors qu'au départ, les clichés comportaient des ciels plus tourmentés. On peut comparer ça un petit peu à l'inverse de ce que faisait Gustave Le Gray avec ses clichés, pour lesquels il rajoutait des ciels tourmentés sur des vues avec des ciels plutôt étales. Pour Paul Edwards, qui est l'auteur d'une thèse en 1996, qui est reprise dans l'édition Garnier-Flammarion, les nombreuses retouches qui ont été apportées aux photos vont toutes dans le même sens, dans le sens du texte et dans le sens de la fiction plutôt que du documentaire. Paradoxalement, ça se fait à travers un emploi de photos qui sont assez anonymes et très documentaires. On peut dire que le choix va avoir une cohérence maximale, parce qu'il fait de Bruges une ville quasiment déserte, assez uniforme, un lieu de rencontre essentiellement entre l'eau et la pierre. Dans l'ensemble, la quasi-totalité des photos, comme vous pouvez le voir, sont des paysages urbains, avec de longues perspectives. La grande majorité montre à la fois des canaux et des édifices, et parmi ces édifices, ceux qui dominent, ce sont les édifices religieux, qui sont presque toujours présents, mais avec une importance variable, et c'est un des points qu'il faudra analyser. Il faut retenir surtout pour la suite qu'il n'y a pas de table des planches dans l'édition originale, ce qui veut dire qu'on n'est pas censé reconnaître un lieu ni connaître sa fonction, sauf quand il s'agit d'un édifice religieux. Les photos sont donc doublement anonymes. On peut penser que l'auteur et l'éditeur souhaitaient plutôt laisser agir une contagion lente et un peu subliminale, par des associations répétées, pour associer un sentiment, un climat moral à un lieu ou à une situation spatiale. Notre axe d'analyse sera le suivant. Le roman jouant très nettement sur les correspondances en donnant, à travers les descriptions de la ville de Bruges, une traduction visuelle au sentiment, au tourment de son héros, et sachant que la première parution se passait d'illustration, la question peut être la suivante: que peut apporter la photographie au texte? Quel rapport y a-t-il entre la ville et le roman, et comment ce rapport se retrouve-t-il dans le rapport texte-image, puisque les images sont surtout des images de la ville? Assurément, on peut dire qu'il ne s'agissait pas d'illustrer les péripéties du récit, ni de donner corps aux personnages, puisque toutes les photographies, ou presque toutes les illustrations, se passent de figurants. Ou alors elles comportent des figurants anonymes. On peut dire aussi que même si le récit est rythmé par les promenades vulvianes, il ne s'agissait pas non plus d'illustrer exactement un parcours. Par exemple, dans les premières pages, on voit des lieux qui n'arriveront qu'au milieu du récit. Nous allons maintenant dérouler le roman dans l'ordre à travers des croisements entre les illustrations et les citations. Commençons avec le chapitre 1 et la toute première planche qui arrive en tête de l'ouvrage avant même le texte, et qui permet de comprendre d'emblée qu'il ne s'agit pas de retrouver par la photo les lieux exacts du récit. On voit ici en effet le pont du Béguinage, qui ne sera un lieu du roman, un lieu du récit, qu'au chapitre 8. La photo, par ailleurs, comporte une végétation qui n'est pas la végétation du mois de novembre qui entame le roman. Maintenant, passons à la planche 2 avec une citation qui permet d'en éclairer les résonances. Il se décida pourtant à sortir, non pour chercher au dehors quelque distraction obligée ou quelque remède à son mal. Il n'en voulait point essayer. Mais il aimait cheminer aux approches du soir
et cherchait des analogies à son deuil dans de solitaires canaux et d'ecclésiastiques quartiers. Comme vous avez pu vous en rendre compte, cette photographie montre le même endroit, mais cadré un peu différemment au niveau de la largeur. En format portrait, et cette fois-ci plus proche du pont. La tour apparaît plus nettement à l'horizon. Il s'agit de la tour de la cathédrale Saint-Sauveur qui sera évoquée seulement plus loin dans le texte. C'est donc comme si on suivait un personnage dans sa promenade, sauf qu'au lieu de s'éloigner de son domicile, on s'en rapproche. Et on s'en rapproche à mesure qu'on avance dans le portrait d'Hugues Viane et qu'il se précise au fil de ce premier chapitre. Comme dans une sorte de travelling avant sur le personnage, pour reprendre le vocabulaire du langage du cinéma. La planche 3 présente la première photographie en format paysage. Ici, on doit tourner le livre, ce qui nous fait pénétrer plus avant dans l'image, qui nous rapproche du quai du Rosaire où Hugues a sa maison. Mais on n'est pas censé le savoir puisque l'illustration n'est pas légendaire. Ça nous rapproche également d'une autre tour, la tour du Beffroi, qui sera évoquée plus loin. Il se décida à son ordinaire promenade du crépuscule, bien qu'il ne cessât pas de pluviner, bruine fréquente des fins d'automne, petite pluie verticale qui larmoie, tisse de l'eau, faufile l'air, hérisse d'aiguilles les canaux planes, capture les transilales comme un oiseau dans un filet mouillé aux mailles interminables. Les trois illustrations des trois photographies de ce premier chapitre nous ont permis de faire la connaissance de la ville, les canaux, les quais de pierre, les vieilles pierres et notamment les tours. En même temps que le texte nous a fait faire la connaissance d'Hugues Viane et de son obsession pour son épouse défunte. La monotonie qui se dégage des images fait écho à celle du héros. Elle traduit son obsession de manière progressive. Le chapitre 2 détaille les promenades d'Hugues et il s'établit dans ce chapitre une équivalence entre la douleur et la vie. Le chapitre parle également de la monotonie que recherche Hugues. La planche 4 est de nouveau en pleine page et elle répète des motifs qui ont précédé avec une orientation différente. On retrouve la même tour que dans la photographie précédente et toujours les canaux et les quais. Les derniers mots qui précèdent cette image sont les suivants. Une équation mystérieuse s'établissait. À l'épouse morte devait correspondre une ville morte. Son grand deuil exigeait un tel décor. La vie ne lui serait supportable qu'ici. Il y était venu d'instinct. Que le monde ailleurs s'agite, bruisse, allume ses fêtes, tresse ses mille rumeurs. Il avait besoin de silence infini et d'une existence si monotone qu'elle ne lui donnerait presque plus la sensation de vivre. Et un peu plus loin, on trouve cet autre passage. Dans l'atmosphère muette des eaux et des rues inanimées, Hugues avait moins senti la souffrance de son cœur. Il avait pensé plus doucement à la morte. Il l'avait mieux revue, mieux entendue, retrouvant au fil des canaux son visage d'Ophélie en allée, écoutant sa voix dans une chanson grêle et lointaine des carillons. La ville, elle aussi, aimée et belle jadis, incarnait de la sorte ses regrets. Bruges était sa morte, et sa morte était Bruges. Tout s'unifiait en une destinée pareille. C'était Bruges la morte. Elle-même mise au tombeau de ses quais de pierre, avec les artères froidies de ses canaux, quand avait cessé d'y battre la grande pulsation de la mer. La planche suivante montre une église, comme Hugues vient de quitter l'église Notre-Dame, où il a retrouvé l'ambiance mortuaire qu'il recherche. Or ici, c'est un autre édifice qui est montré, dont il sera question plus loin, c'est la cathédrale Saint-Sauveur. Le chapitre 3 commence avec une vue du quai du Rosaire et du canal du Diver. De nouveau, ce sont des lieux proches de la demeure d'Hugues, mais avec un autre angle de vue. Et surtout, dans ce chapitre, où il est question de la miraculeuse ressemblance entre Jane et la morte, qui tient d'une sorte d'apparition, on remarque la place centrale du reflet de la tour. La femme vivante est le reflet de la femme morte. Ce sera écrit un peu plus loin. Puis vient la tour des Halles. Pour une fois, le lieu de la photo correspond à celui du récit, très précisément. On quitte les canaux pour être au cœur marchand de la cité, avec sa grande place. Hugues marchait toujours, aimanté comme dans un rêve, aux côtés de l'inconnue ou derrière elle, sans même s'apercevoir qu'après les quais solitaires,
Il avait atteint maintenant les rues marchandes, le centre de la ville, la grande place, où la tour des Halles, immense et noire, se défendait contre la nuit envahissante, avec le bouclier d'or de son cadran. L'auteur insiste donc sur la tour des Halles et sur sa présence contre la nuit, qui est comme une allusion à la vie, qui s'affirme par la couleur or face au noir de la mort, qui était omniprésent lors de la visite de l'église Notre-Dame qui précède. La planche suivante montre le quai vert et le pont de l'Hydromel. De nouveau, la tonalité principale des photos du livre, avec les canaux et les quais, est retrouvée ici. C'est sans aucun rapport avec ce qui encadre la photo dans le texte, puisque à ce moment-là, on est au théâtre, au milieu d'un opéra, et on décrit la musique et la mise en scène. Cette persistance de l'ancien et du souvenir au milieu du nouveau accentue le contraste. La disjonction a manifestement été recherchée ici. Je vous propose donc d'entendre un extrait du texte au vu de cette photo, pour voir et pour sentir cette disjonction. Hugues se sentit plus troublé encore. Depuis la mort de sa femme, il n'avait entendu aucune musique. Il avait peur du chant des instruments. Même un accordéon dans les rues, avec son petit concert asthmatique et acidulé, lui tirait des larmes. Dans le chapitre 4, Hugues fait la connaissance de Jane, et il est stupéfait par la ressemblance. Le chapitre 4 comporte une seule illustration, que voici. Elle montre encore des maisons, des tours, mais les canaux sont moins présents. On peut se demander si c'est le signe d'un changement qui est en train de s'opérer, parce que la vie d'Hugues est en train de basculer. Le bonheur pour lui passe justement par une forme d'oubli des images de la ville. Les douces soirées, chambre close, paix intérieure, unité du couple qui se suffit, silence et paix quiète. Les yeux, comme des phalènes, ont tout oublié. Les angles noirs, les vitres froides, la pluie au dehors et l'hiver, les carillons sonnant la mort de l'heure, pour ne plus papillonner que dans le cercle étroit de la lampe. Dans le chapitre 5, l'auteur décrit Hugues et Jane et leurs habitudes de vie commune. Il commence par une planche montrant la porte dorée à l'est. C'est sans rapport avec la géographie réelle du roman, puisque la maison de Jane est au sud-ouest. Ça peut être une allusion aux sorties fréquentes d'Hugues, dans un quartier solitaire, éloigné du centre. En tout cas, la maison de Jane, même si on ne sait pas exactement où elle se situe, est à l'extérieur des canaux. Le paysage qui est montré ici est très différent, avec des moulins que mentionne le texte. Il est plus intemporel encore que les autres. Mais il est question aussi de la réprobation qui monte au sein de Bruges, la très catholique et très prude. La porte qu'on franchit marque donc aussi une sorte de limite morale, ce que va faire Hugues. La planche suivante montre la flèche de Notre-Dame, à la présence cette fois obsédante, comme la rumeur naissante. Bientôt, il suscita à son insu une pieuse indignation. Or, la foi scandalisée s'exprime volontiers en ironie. Telle la cathédralerie et nargue le diable avec les masques de ses gargouilles. On note ici, à la fois dans le texte et dans l'image, l'apparition très nette du thème de l'édifice religieux qui réprouve et qui menace. Nous voici maintenant rue des Pierres, avec la présence de la cathédrale Saint-Sauveur. C'est ici, en plein centre-ville, là où eurent lieu les premières poursuites de Jane, et l'image montre une nouvelle fois la présence d'un édifice religieux qui pourrait avoir ce caractère réprobateur. Ceci alors qu'il est dit qu'Hugues s'affranchit de plus en plus de la culpabilité et qu'il est en train d'oublier l'aspect ville morte de Bruges. La photographie maintient au contraire la présence d'une autorité au moyen de l'architecture et anticipe donc sur le retour de bâton qui ne manquera pas de venir. Le chapitre 6, assez particulier et écrit spécialement pour l'édition imprimée, insiste sur la ressemblance et ses mystères. Il est plein de considérations sur l'analogie entre le deuil d'Hugues et Bruges, la ville grise avec ses couleurs fondues, avec ses éléments qui ramènent toujours au gris, jusqu'au son. Voici la maison du Franc qui se situe en bord du canal. Ça correspond aux descriptions présentes à ce moment-là des canaux et des façades. C'est comme si la brume fréquente, la lumière voilée des ciels du nord, le granit des quais, les pluies incessantes, le passage des cloches eussent influencé par leur alliage la couleur de l'air, et aussi
en cette ville âgée, la cendre morte du temps, la poussière du sablier des années accumulant surtout son œuvre silencieuse. Puis vient la rue aux Laines, avec de nouveau le beffroi des Halles. Il y a peu de photos aussi contrastées dans le livre, avec autant de soleil, avec de telles différences de valeur. Ça marque un changement, celui qui s'opère en Hugues, qui va vers plus de lumière et plus de vie. Cette planche se situe après la fin du chapitre. Elle pourrait donc aussi se rapporter au chapitre 7, qui comporte ces mots « Comme sa vie avait changé, il n'était plus triste ». Le chapitre 7 décrit donc le changement qui intervient dans l'attitude d'Hugues, qui n'est plus triste mais qui pratique encore ses rituels de dévotion à sa femme. Le chapitre parle aussi de la recherche de ressemblance qui l'obsède. Voici encore une fois le quai vert, avec au loin les tours comme un rappel. C'est la répétition d'un même lieu, en tout cas d'un même motif. Et ça renvoie à ces rituels d'Hugues. Mais la photo est l'une des plus encombrées jusqu'à présent. Le canal y disparaît presque. Il y a comme un désordre dans la vie si organisée et monotone du héros, comme dans cette image. La planche suivante renvoie au thème du reflet. Son amour d'autrefois, qui semblait à jamais si loin et hors d'atteinte, Jane lui avait rendu. Il le retrouvait et le voyait en elle comme on voit dans l'eau la lune décalquée toute pareille. Or jusqu'ici, nulle ride, nul frisson sous un vent mauvais qui atténua l'intégrité de ce reflet. Mais le texte du chapitre comporte aussi ce passage décisif dans lequel Hugues fait essayer à Jane une robe qui avait appartenu à la défunte, et où celle-ci commence à dégrader la ressemblance par son comportement irrespectueux. Le reflet qui occupe la moitié exacte de l'image ici, et qu'il ne fallait surtout pas troubler, apparaît donc bien comme un enjeu. Le chapitre 8 est particulier parce qu'il est consacré au pèlerinage de Barbe, la servante, au béguinage. C'est là qu'elle va apprendre l'inconduite de son maître. On suit donc le trajet de Barbe par la ville. On voit ici le pont du béguinage, qu'elle va franchir quelques pages plus loin, et qui marque l'entrée dans un autre monde, une autre ville qui est décrite comme plus morte encore, parce qu'elle est religieuse. Ce trajet réjouit profondément Barbe. Il est question aussi dans ce chapitre du lac d'Amour, qui correspond à l'illustration de la fin du chapitre 7. Pour Barbe, le retour à la campagne, près du lac d'Amour, c'est aussi un retour à l'enfance. Vient la seule planche qui soit non photographique, avec le frontispice de Fernand Kneuf, qui est la reproduction d'une peinture à l'huile, une peinture de Louis Titgat, qui montre le petit béguinage, non pas de Bruges, mais de Caen. C'est une œuvre de 1886. Le béguinage qu'on voit ici correspond à cette foi flamande profonde qui est décrite en face, tout comme au trajet de Barbe qui arrive au béguinage en passant un pont. Ça décrit également l'atmosphère de recueillement de cette petite ville dans la ville qui est décrite dans ce chapitre. À noter que pour certains, comme Xavier Fontaine, qui est l'auteur d'un article important sur cette illustration en particulier, cette image se rapporte moins à Barbe qu'à Hugues. Il y a tout de même une manière de l'interpréter en rapport avec les tribulations du héros. La dernière planche du chapitre montre l'hôpital Saint-Jean. C'est apparemment sans rapport avec le texte qui précède, puisqu'il n'a pas encore été mentionné. On pourrait penser que c'est dans un but de rappel visuel simple, parce que l'édifice a des fenêtres en ogive ici, fenêtres de chapelle qui rappellent l'atmosphère religieuse qui est décrite. 2 pages plus loin, l'auteur parle de la crainte de Barbe de finir dans un hospice dont les fenêtres donnent sur le canal. Ça pourrait donc être en lien direct avec cette image, même si on n'est pas censé savoir que l'édifice est un hôpital. Le chapitre 9 parle des désillusions d'Hugues, parce que les dissemblances se révèlent et s'accentuent. On commence ici avec le quai des Marbriers, avec à droite le beffroi, qui affirme sa présence très fortement. On se trouve de nouveau pas très loin de cet axe central que parcourt le héros, partant ou regagnant sa demeure. Ça correspond surtout à cette reprise des errances d'Hugues. Il préférait se promener aux environs jusqu'à son retour, inquiet, triste, craignant les regards. Il marchait sans but, à la dérive d'un trottoir à l'autre, gagnait des quais proches, longeait le bord de l'eau, arrivait à des places symétriques attristées d'une plainte d'arbres, s'enfonçait
dans l'écheveau infini des rues grises. Ah, toujours ce gris des rues de Bruges. Hugues sentait son âme de plus en plus sous cette influence grise. Il subissait la contagion de ce silence épars, de ce vide sans passant. La planche suivante est l'une des rares qui soit topographiquement exacte, puisqu'elle montre la chapelle du 500. C'est une allusion aux vieilles femmes revenues de là que Hugues va croiser au cours de l'une de ses promenades en ville. Il sera question de la procession du 500 bien plus loin, à la toute fin du roman, dans un passage décisif. Le chapitre 10 décrit la manière dont Hugues va se détacher de Jane et dont il va reprendre les promenades et se retourner vers la ville. Hugues sort beaucoup. Il cherche la consolation et l'exemple de la résignation dans les tours et dans les vierges qui sont nichées au coin des rues. Voici la rue Flamande qu'il avait empruntée pendant la première poursuite de Jane, mais qui aujourd'hui est montrée surtout pour la présence miséricordieuse d'une tour, qui est la tour du Beffroi. Conseil de piété et d'austérité tombant des hauts clochers de Notre-Dame et de Saint-Sauveur, toujours au bout de la perspective. Il y levait les yeux instinctivement comme pour y chercher un refuge. Mais les tours prenaient en dérision son misérable amour. Elles semblaient dire « Regardez-nous, nous ne sommes que de la foi, inégayés, sans sourire de sculpture, avec des allures de citadelle de l'air. Nous montons vers Dieu. Nous sommes les clochers militaires, et le malin épuisait ses flèches contre nous. » Il est écrit aussi qu'Hugues aurait souhaité être une tour au-dessus de la vie, pour la dominer, mais il ne le peut pas. La tour qui est montrée ici est celle du Beffroi, donc un édifice civil, mais elle renvoie aux autres tours, qui jalonnent le récit depuis le début. La dernière planche du chapitre montre la porte de Gand, au sud-est. Pour la deuxième fois seulement, on atteint une limite de la ville. Le texte mentionne une ville associée au souvenir. Donc, on pourrait penser qu'il s'agit de la Bruges de ces vieilles portes, par opposition à la Bruges contemporaine du temps d'Hugues Viane. Au chapitre 11, maintenant, il est question de la religiosité de la ville. Pour la première fois, les trois tours sont montrées dans un panorama très vaste de la ville. Ceci au moment où le texte parle de la ville comme ayant un visage de croyante et des bruits de cloches qui parcourent la ville. Cela lui faisait mal, ces cloches permanentes, gladobites, de requiem, de trentaine, sonneries de matines et de vêpres, tout le jour balançant leurs encensoirs noirs qu'on ne voyait pas et d'où se déroulait comme une fumée de son. Ah, ces cloches de Bruges ininterrompues, ce grand office des morts sans répit psalmodié dans l'air. Comme il en venait un dégoût de la vie, le sens clair de la vanité de tout et l'avertissement de la mort en chemin. Au moment où Hugues se sent gagné par la religiosité ambiante et par la résignation qu'elle porte, voici la nef de la cathédrale Saint-Sauveur. C'est l'un des seuls non-paysages des illustrations, encore qu'on pourrait la qualifier de paysage d'intérieur. Ça correspond dans le texte à de fréquents passages d'Hugues dans l'église et au souvenir de la morte qu'il évoque contre la vivante, puisqu'il est dit que Jane reste à l'extérieur de l'édifice pendant qu'Hugues s'y trouve. À Saint-Sauveur, Hugues va trouver la chasse de Saint-Ursule, de Hans Memling, grand peintre de la Renaissance. Cette chasse donne l'idée d'une mort douce, d'une mort apaisée, en dépit de la violence de l'épisode, puisqu'il s'agit du massacre des 11 000 vierges. C'est l'écho qui est donné ici à la résignation qu'est en train de gagner Hugues. Le texte dit « La paix qui régnait déjà en elle se propageait jusqu'au paysage, l'emplissait de leur âme comme projetée. » Ça fait écho également au gris omniprésent dans l'ouvrage et à l'assourdissement généralisé qui est décrit en général. La chasse de Saint-Ursule de Hans Memling, dont voici un détail, montre ce calme visuel des vierges et du paysage, malgré la violence terrible de la scène. Et ça fait comprendre que la mort n'est qu'un passage. Là encore, le monde présent est tenu à distance, comme amorti par un filtre, par une sorte de léthargie, qui est celle du personnage. Et le texte parle de projection. Et en effet, dans ce roman, l'esprit se projette en permanence dans le paysage ou dans le décor. Au chapitre 12, les dissemblances s'accentuent. Hugues est de plus en plus désabusé et désemparé. Voici la place Jan van Eyck, un motif inhabituel puisqu'on n'a pas de canot ici. On se situe près du quai du Miroir, au nord,
Et on remarque aussi une présence humaine, ce qui est une exception dans les illustrations. C'est comme un écho aux errances, qui sont en partie mentales, du personnage principal, Hugues Vienne. À la longue, il conçut quelques soupçons. Il l'épia, alla le soir rôder autour de sa demeure, fantôme nocturne dans cette Bruges endormie. Il connut le guet dissimulé, les haltes haletantes, les coups de sonnette brefs dont la titillation meurt dans les corridors qui se taisent. La veille en plein vent jusque tard dans la nuit, devant une fenêtre éclairée. Écran du store où passe en ombre chinoise une silhouette qu'on croit à chaque seconde voir apparaître double. L'illustration suivante nous fait retrouver le quai des Marbriers et l'hôtel du Franc, qui était déjà apparu auparavant au chapitre 6, avec moins de canaux, moins de reflets, et au chapitre 9. Comme le texte parle des différences entre la défunte et la vivante, il s'agit sans doute d'un retour au thème du double et du reflet. On retrouve ici encore le même quai des Marbriers, un peu plus loin. Mais cette fois, alors que le besoin qu'a Hugues de Jane persiste, les deux tours de Saint-Sauveur et du Beffroi apparaissent. Cette image peut être éclairée aussi par un passage qui se situe quelques pages plus loin. Mais ce n'est pas seulement la séparation d'avec Jane, ni le bris du miroir au reflet qui le navrait le plus à ce moment. Il éprouvait surtout une épouvante de songer qu'il était menacé de se retrouver seul, face à face avec la ville, sans plus personne entre la ville et lui. Certes, il avait choisi cette Bruges irrémédiable et sa grise mélancolie, mais le poids de l'ombré des tours était trop lourd, et Jane l'avait habitué à en sentir l'ombre arrêtée par elle sur son âme. Maintenant, il la subirait toute. Il allait se retrouver seul, en proie aux cloches. Les tours reviennent donc dans l'image elle-même, comme dans le texte et dans l'esprit d'Hugues. Et ces tours représentent une menace. La dernière planche du chapitre montre le lac d'Amour et les tours de Saint-Sauveur et de Notre-Dame, encore une fois. Le chapitre 13 décrit les intrigues de Jane pour aller chez Hugues. Il y a une seule photographie dans ce chapitre, celle de la porte d'Ostende, aujourd'hui porte des Ânes, qui se situe au nord de la ville. Il y a donc une récurrence régulière des portes dans l'illustration, indépendamment des trajets des personnages. Il s'agit peut-être de montrer qu'un pas va être franchi, que Jane va pénétrer dans la maison, que la mort s'annonce. Le chapitre 14 détaille les préparatifs de la fête pour la procession du 500, préparatifs dont se charge Barbe. Il est peut-être à relier également à l'illustration précédente, pour la présence du passé qui est évoquée par ces vieilles portes de la ville. La seule illustration du chapitre 14 est une photographie montrant la place Jan van Eyck, sans lien apparent avec le texte, car le texte parle des préparatifs par Barbe de la procession du 500, de la décoration de la maison notamment, et ce cliché montre une ville déserte. Il s'agit peut-être de faire une allusion aux carillons de la ville, qui seront mentionnés juste après, ou de parler de la liesse générale qui s'empare de la ville à ce moment-là. Le chapitre 15, dernier chapitre, s'ouvre par le départ de Barbe et par l'arrivée de Jane, qui va suivre la procession. La première planche montre à la fois l'hôtel de ville et la chapelle du 500. C'est l'allusion bien sûr à la procession qui va commencer à ce chapitre, que le couple va suivre, et ça montre encore une opposition entre civil et religieux, qui est sous-jacente dans le texte et dans les images. Même sans savoir exactement ce qui relie précisément ces bâtiments au texte, on peut deviner que l'ambiance de ferveur religieuse qui est décrite se rattache à ces édifices. Il faut noter qu'une fois de plus, la photographie est en avance sur le texte, de 2 pages. La planche suivante montre la fameuse chasse du 500, qui est célébrée par la procession. Par opposition, par complémentarité à la fois, ça se relie également aux reliques de la morte que Jane va finir par profaner par son comportement, ce qui est détaillé quelques pages plus loin. Hugues s'avança, lui prit des mains le portrait, choqué de ses doigts profanes sur ses souvenirs. Lui ne les maniait qu'en tremblant, comme les objets d'un culte, comme un prêtre l'ostensoir et les calices. Sa douleur lui était devenue une religion. Survient ensuite la dispute, puis le drame avec la mort de Jane.
La dernière planche nous fait retourner au quai du Rosaire. C'est la dernière apparition du lieu où habite Hugues Viane. On remarque toujours la présence d'une tour, et même si ce n'est que le beffroi, on peut la relier au texte et au son des cloches qui accompagnent le second deuil d'Hugues Viane après la mort de Jane. Et dans le silence arriva un bruit de cloches, toutes les cloches à la fois qui se remirent à tinter pour la rentrée de la procession à la chapelle du 500. C'était fini, le beau cortège. Tout ce qui avait été avait chanté, semblant de vie, résurrection d'une matinée. Les rues étaient de nouveau vides. La ville allait recommencer à être seule. Et Hugues continuellement répétait « Morte, morte, Bruges la morte ». D'un air machinal, d'une voix détendue, essayant de s'accorder. « Morte, morte, Bruges la morte ». Avec la cadence des dernières cloches, lasse, lente, petite vieille exténuée qui avait l'air, est-ce sur la ville, est-ce sur une tombe, d'effeuiller languissamment des fleurs de fer. Résumons brièvement ce qui ressort de ce parcours entre texte et photo. D'abord, en ce qui concerne le rythme du texte par rapport à l'image. Vous avez remarqué que le plus souvent, les lieux sont montrés par les photographies avant d'être évoqués par le texte. Il y a souvent d'importantes différences quant au lieu réel, quant à la saison ou au moment de la journée. On en appelle ainsi à notre imagination, et les dissonances entre texte et image sont souvent très signifiantes. Par exemple, quand les canaux reviennent après la rencontre avec Jane, pour montrer l'obsession d'Hugues, pour montrer le monde mental dans lequel il vit depuis longtemps. Ça continue à résonner de toute sa présence, même quand les circonstances ont changé. Ailleurs, et souvent, il s'agit de placer le lecteur sous une sorte d'influence. Ça passe par des répétitions, des variations, des changements subis. Au début du roman, il est dit qu'il recherche le silence et la monotonie, et qu'à l'épouse morte doit correspondre une ville morte. De nombreux lieux reviennent. Le quai des Marbriers, l'hôtel du Front, avec d'infimes mouvements ou d'infimes recadrages, et avec la présence ou non du beffroi, de la tour Saint-Sauveur. On se trouve très souvent à proximité du domicile d'Hugues, mais pas toujours, d'autant qu'on n'est pas censé le savoir. Les photographies nous confrontent sans cesse aux canaux, aux quais, aux arbres, aux ponts, aux façades, autour des différents édifices religieux ou civils. La manière de regarder les éléments, par exemple les tours au chapitre 10, change parfois du tout au tout. Sur le rapport temporel dans le paysage, maintenant, il y a une phrase qui peut nous éclairer au début du livre. Comme il l'avait adoré, ses yeux encore sur lui, et sa voix, qu'il poursuivait toujours, enfuie au bout de l'horizon, si loin. La présence de la morte est donc dans le paysage même. L'horizon est donné comme limite temporelle. Habituellement, l'horizon, c'est l'avenir. Mais ici, l'horizon représente le passé, d'un côté, le passé d'Hugues, le passé de la défunte, et d'un autre côté, l'avenir de la mort d'Hugues, quand il rejoindra son passé enfui. Rodenbach écrit ainsi « Ses yeux fanés regardaient loin, très loin, au-delà de la vie ». Ceci pourrait expliquer la fréquence des édifices religieux à l'horizon, dans les arrière-plans des photographies. Comme dans la tradition des paysages flamands ou hollandais, où souvent, à l'arrière-plan, on a un édifice religieux, une église, qui signale l'existence d'un monde au-delà de la vie terrestre. On peut dire que le mécanisme de l'analogie, auquel Rodenbach consacre de longs passages et presque un chapitre entier, le chapitre 6, est au cœur des préoccupations de l'écrivain. Le thème de l'image et de la reproduction également. Image, reproduction au sens d'une évocation plus ou moins exacte. Par exemple, Jane est vue comme, je cite, substituant une estampe fraîche à celle qui pâlissait, déjà jaunie et piquée par le temps. Un peu plus loin, Rodenbach écrit « Hugues songeait. Quel pouvoir indéfinissable que celui de la ressemblance. Elle correspond aux deux besoins contradictoires de la nature humaine, l'habitude et la nouveauté. Ce rapport entre habitude et nouveauté renvoie aussi aux photos, parce que les photos sont souvent proches, mais jamais identiques. Elles apportent donc à la fois l'habitude et la nouveauté. Rodenbach semble même penser précisément à la technique de reproduction de la simili-gravure qui a servi pour cette édition imprimée, la première de 1892, et à l'absence de couleur de la photo, puisque c'est dans ce chapitre 6, le même,
qu'il passe cette longue analyse des gris. Des gris qui peuvent être sonores également. Il établit donc là une nouvelle analogie, qui tient de la synesthésie, c'est-à-dire du rapport entre les sensations de domaines différents. Pour conclure, il faut rappeler que Rodenbach ne fut pas le premier à s'intéresser à la photographie ou à bénéficier d'une édition imprimée avec des illustrations photographiques. Mais on peut dire que l'auteur et son éditeur ont poussé beaucoup plus loin que d'autres l'usage de la photo, dans une perspective véritablement poétique, c'est-à-dire créatrice. Le roman explore avec beaucoup de densité cette thématique du paysage urbain comme projection psychologique, comme prolongement littéraire. L'avertissement de l'auteur que nous avons lu est très clair. Et on peut penser que l'ombre qui s'allonge sur le texte n'est pas seulement celle des hautes tours, mais celle des photos dans leur ensemble. Hugues assimile La Morte et Bruges, il s'assimile lui-même à Bruges, de même que Jane à La Morte, et il assimile des éléments du paysage à des éléments de sa mémoire ou à des sentiments. Quant à l'auteur, Rodenbach, il développe l'analogie entre texte et photo. Les illustrations qui ont été choisies sont le prolongement cohérent de cette poétique des correspondances. De la même manière que Bruges incarne le climat moral et sentimental du roman, les photographies donnent une résonance au texte. L'image réelle rejoint la visualisation poétique, car la langue de Rodenbach est très imagée, comme vous avez pu vous en rendre compte. C'est particulièrement important aussi parce que l'envoûtement que subit Hugues est avant tout un envoûtement visuel. Et parce que c'est surtout par le regard que nous suivons les évolutions de son sentiment. Les photos sont suffisamment proches pour donner une ambiance morale et esthétique stable, celle de la vie morte, et suffisamment variée pour évoquer tout de même certaines étapes clés du récit. Dans la manière de traverser parallèlement le texte et les images, on peut dire que le lecteur se voit accorder une grande liberté, une grande responsabilité aussi, celle de la réflexion et de l'imagination. Rodenbach parle dans un passage de la persuasion des pierres. On pourrait aussi parler, en suivant cette image, de la persuasion des images. Car l'auteur et l'éditeur visent quelque chose qui est d'une part entre les images, qui composerait une sorte d'image synthétique de la ville, et d'autre part entre les images et le texte, la vision des unes influençant la lecture de l'autre et vice-versa. En cela, Rodenbach tient compte de l'objection de Mallarmé, qui voulait d'un livre qui éveille des images avant tout dans l'esprit du lecteur. Mais ici, grâce à un équilibre unique, l'imagination n'est pas amoindrie par l'image photographique, mais au contraire stimulée par elle. Et c'est toute la richesse de Bruges la Morte. Je vous remercie d'avoir suivi cette conférence. Si vous souhaitez des éléments supplémentaires, si vous souhaitez lire le texte, sachez qu'il est disponible sur la plateforme Gallica. Tous les liens utiles seront mentionnés dans le résumé qui accompagne cette vidéo sur la chaîne de la ville de Saint-Louis. Merci.